Bonjour, bienvenue dans, j'allais dire Into the Wild, dans Memento Mori, le podcast qui parle des grands espaces verts et de la nature en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble qui en ce moment ressemble pas mal à l'Alaska. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Étupes dans l'est de la France. Et je sais ce que veut dire le froid, contrairement à Grenoble, au sud. Comme à Grenoble, ouais. Et ça ressemble pas du tout au Colorado, par contre. Ouais, écoute, ça ressemble à... Ouais, en contre-jour et... C'est pas au Colorado, ça c'est clair. Mais il y a beaucoup de forêts chez nous, de la neige plus souvent qu'à Grenoble, j'imagine. Mais voilà, alors tu l'as dit, aujourd'hui Ouais. on parle de Into the Wild. Yes. Dans la nature sauvage. Dans la nature sauvage de l'Alaska. Je sais pas comment il est traduit le film au Québec. Alors attends, moi je dis dans la nature sauvage, toi tu dis quoi? Ah bah, en même temps t'as donné le truc dans les espaces éloignés. Non, dans les grands espaces ouais, un truc comme ça. Ah non, c'est plus sobre que ça. T'as vu quoi? Vers l'inconnu au Québec. Ouais. On dirait la phrase dans Toy Story, c'est vers l'infini et l'au-delà. Ah oui, vers l'infini et au-delà. Buzz, ouais. Buzz l'éclair. Ouais, donc un film de Sean Penn, qui est très connu. Très connu, mais que moi j'ai vu seulement il y a quelques semaines maintenant. Mais quel guignol. Et ouais, quand j'étais malade. Mais en fait, ça fait partie de tous les films dont tout le monde parlait. Et genre, tu vois, le film d'un gars qui part, road trip, qui se cherche, qui machin et tout. Je dis, allez, c'est bon. On me dit, ouais, mais il y a une belle BO, des grands paysages et tout. Je dis, ah, c'est bon. Est-ce qu'il y a des explosions de bagnoles? Est-ce qu'il y a des poursuites? Est-ce qu'il y a, tu vois, un grand méchant et tout? Non, mais c'est dans une quête de machin et tout. Je dis, bah allez, c'est pas mon trip. Mais au final, l'avantage, c'est que quand t'es malade, et tu te dis, bah pourquoi pas? Et donc je l'ai regardé. Et effectivement, c'est un bon film. Un beau film et qui pouvait être ça peut être un exercice intéressant de pouvoir l'analyser en utilisant notre grille. Est-ce que tu voudrais nous en faire un petit pitch? Oui, petit pitch. Christopher vient tout juste d'être diplômé de sa fac et selon ses dires se destine à partir à Harvard ou dans une grande école. Ses parents sont très fiers de lui, mais on voit que l'histoire familiale est compliquée. Bref. Et finalement, Christopher, contre toute attente, décide de disparaître et de se barrer en Alaska. Il n'a qu'une idée, c'est de se barrer en Alaska tout seul, dans la nature, vivre par ses propres moyens, sans fric. Et donc, une des premières choses qu'il fait, c'est se barrer. Il prévient personne, il brûle son fric. Il travaille de temps en temps quand il a besoin d'argent pour bouger ou acheter du matériel. Mais en gros, le film se concentre sur sa route vers l'Alaska et sur les quelques temps qu'il passe en Alaska. Tout ça avec en voix off le témoignage de sa sœur qui, elle non plus, n'a plus de nouvelles. Voilà en gros le pitch. Et puis, à la fin, il meurt. Voilà. Si vous l'avez pas vu... Bon, en même temps, maintenant, c'est comme Sixième Sens. Hein. Si tu l'as pas vu et qu'on te dit qu'en fait Bruce Willis il est mort, bah faut t'en prendre qu'à toi-même. Exactement, c'est ça. Moi, je savais qu'il mourrait à la fin, mais ça gâche pas du tout tu regardes pas le film pour le suspense du scénario, pas du tout. Non, c'est comme Usual Suspect, tu sais que Kaiser Soze, c'est Kevin Spacey.
Voilà, voilà. c'est pas- Mais là, par contre, c'est c'est un super peu, spoiler parce que si tu l'as pas vu. Ou par dans, contre, dans Fight Club, Ouais, voilà. Ça, c'est des vrais. Voilà, c'est des twists finaux qui remettent. Mais là, ouais, donc c'est un. Tu l'as bien aimé, toi, juste comme ça? Ouais, alors moi, écoute, je l'avais vu quand il est sorti, je pense, il y a 10 ans. Ouais. Je crois qu'il est sorti en 2007. Ouais. Et je l'ai revu hier, du coup, Ouais. avec Alex, pour me le remettre un peu en mémoire. Ouais, j'avais bien aimé. J'ai bien aimé, ouais. Et Ouais. tu sais ce qu'il faudrait se faire? Un film aussi que j'ai vu à sa sortie, que j'aimerais bien revoir, c'est... comment il s'appelle? Le lâche qui a tué Jesse James ou... Ah, oui, tu te rappelles, je avec sais plus comment il s'appelle. C'est avec Brad Pitt, non? Avec Brad Pitt et le frère Oui, c'est un western. Casey Affleck, je crois qu'il s'appelle. Le D'accord. frère de Ben Affleck. Ouais. Ouais, c'est un western, mais assez contemplatif aussi, c'est pas mal. Ouais. Mais bref, ouais, j'aime bien les films comme ça, un peu avec la nature, avec les trucs. Il est bien fait, c'est un film qui est bien réalisé. Oui. Belle image. Effectivement. Après, Belle BO. Belle BO. Ouais, acteur, bon casting. Hein. Ouais, alors le gars là joue vraiment très bien. Ouais, et d'ailleurs, je me suis demandé après, on l'a vu dans quoi ce mec? Je Il l'a sais. fait après? Écoute, je sais pas, je passe à groupie. Hein. Faut lui demander, tu cliques sur Wikipédia. Hein. Ouais, t'es pas sa groupie, c'est la version française pour dire que t'en sais rien et que tu connais que dalle en fait. Et que j'utilise ta question pour la retourner contre toi. Eh ben écoute, vu que je me suis renseigné, tu vois, pas plus tard que un instant, maintenant, au moins voilà, clic. à l'instant, Émile Hirsch, bam, je clique dessus. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il l'a fait, d'accord. D'accord. Il a fait quoi? Ok. Il a fait pas mal de trucs, mais plein de trucs que j'ai pas vus. Merci, Comme par exemple, on est bien avancé. Harvey Milk, avec Sean Penn et de Sean Penn. Sûrement, je crois que c'est l'histoire d'un journaliste homosexuel, je suis pas sûr. The Girl Next Door, que j'ai pas vu, ça c'était avant. Speed Racer, que j'ai pas vu. Voilà, donc plein de trucs. Speed Racer au Québec, ça s'appelle comment à ton avis? Ah, Speed Racer au Québec, attends. Attends. Speed Racer... un truc un peu décalé, genre je dirais voiture folle. Ah oui, ça c'est l'option. C'est une bonne option. Moi je dirais le coureur rapide ou le. Oh. C'est ça. Donc toi tu vas pour. Non, attends, je regarde. Ah mais attends, Speed Racer, c'est fait par les Wachowski, les frères qui sont devenus des sœurs qui ont fait Matrix, ouais. Ouais. Attends, alors comment ça s'appelle au Canada? Le concurrent, le concurrent Véloce, le Véloce concurrent. Non, là tu vas trop loin. J'arrive pas. Est-ce qu'il n'y a pas un site? Ils devraient faire un site où ils mettent les titres en québécois. Ouais, parce que là, je trouve pas. Bon, pas le temps de niaiser, comme on dirait là-bas. Ouais, pas le temps de niaiser. Si quelqu'un le trouve, si un de nos auditeurs le trouve, mettez s'il vous plaît. Et je crois qu'ils ont gardé Speed Racer en fait. Oh là, quelle déception. Ouais, donc. Voilà, Speed Racer a été accepté comme titre de la version française. Ah non, ça c'est la version française. Car il s'agit de... Bon, d'accord. J'aurais pas dû te lancer là-dessus. Du coup, donc voilà, donc un film, c'est presque un road movie. Enfin, ça suit c'est un trip movie. Hein, ça suit le voyage de ce gars-là qui se termine dans sa mort. Alors, on a fait une grille d'analyse de films. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé le titre? Non. Quoi? Tu sais comment ça s'appelle? Cars. Tu sais le dessin animé là de Disney. Voiture. Cars. Les bagnoles. Les bagnoles.
Oh, ils sont très bons. Oh là là, pardon. Ouais. Donc, on a fait une grille d'analyse qu'on avait communiquée dans un webinaire. Peut-être qu'on pourra remettre le lien. Elle est, pour que vous puissiez la télécharger, vous pouvez l'utiliser pour vous-même. Ça nous permet d'analyser un petit peu avec un film avec, en 3 étapes. C'est d'abord un petit peu qu'est-ce qu'on observe de la vision du monde qui nous est présentée, et puis quels sont les points où la vision biblique du monde est raccord avec ça, et là où il y a des décalages, des ruptures, et puis enfin comment est-ce qu'on fait un pont entre le message de l'évangile et ce qu'on vient de voir. Et ce que je te propose, Matt, c'est qu'on puisse justement utiliser notre grille, disons ces 3 parties, pour analyser le film. Ça te va, on fait comme ça ? Absolument, ouais. Très bonne idée. D'accord. Alors, premièrement, du coup, c'est la grande première question, c'est quelles observations pouvons-nous faire sur tout ce qui touche à la vision du monde, qui sont ou les visions du monde. Enfin, il y a plusieurs éléments qui sont présentés dans le film. Ouais, alors je pense que l'articulation, elle se fait autour du personnage et la vision du monde de ce personnage-là. Donc, en quelques mots, ce personnage essaie de fuir un environnement et ses règles, et donc il veut en fait changer de vision du monde. Et il essaie de fuir un confort, un matérialisme, une certaine vision de la réussite, qui est justement réussir dans les études, avoir une Cadillac, etc., être riche, etc. Ouais, tous les standards de la modernité, quoi. Voilà, pour définir autrement le bonheur. Et je pense que c'est ça la clé, en fait. Ouais. Puisque c'est aussi, on va un peu spoiler peut-être, mais la fin du film, c'est que tout le film, c'est la quête du bonheur. Et finalement, c'est hyper Memento Mori, et c'est hyper Ecclésiaste aussi comme film, dans le sens où il veut prouver, en fait. Il veut se le prouver, ou plutôt il veut prouver aux autres que son intuition, que le bonheur se trouve dans une vie de solitude et de simplicité, d'indépendance totale dans la nature, est le moyen d'accéder au bonheur. Et tout le film, en fait, dans tout le film, le personnage, donc Christopher, et il faut dire, en fait, je suis pas sûr qu'on l'ait dit, mais que c'est une histoire inspirée de faits réels. Alors, ouais. Et je sais d'ailleurs, pas quelle est la part de la vérité, mais... Ouais. Moi, j'ai regardé un petit peu de ça. Apparemment, c'est vraiment assez proche. Il y a eu un gros travail qui a été fait pour ça. Bon, il y a forcément toujours des petites polémiques. Et quand tu es dans un film, tu es dans une interprétation, quoi qu'il en soit. Mais il y a eu vraiment un travail qui a été fait, notamment sur toutes les discussions qu'il a pu avoir avec les différents personnages qu'il rencontre au cours de son voyage. Il y avait eu, en fait, toutes ces personnes-là avaient été interviewées pour recueillir les échanges qu'ils avaient eus. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que moi, le choc que j'ai eu, c'est à la fin de voir la photo où le gars en fait fait un autoportrait, et tu vois la ressemblance entre l'acteur et le gars, comme ils ont travaillé vraiment tout ça, et tu te dis moi ça m'a fait un choc, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est dramatique, c'est un drame dans le sens strict, puisque le personnage principal, le héros, meurt, et c'est encore plus dramatique parce que le gars est vraiment mort, quoi. Ouais. Et donc c'est... T'es pas dans une fiction, quoi. Tu dis c'est une histoire qui est arrivée et qui... Exactement. Et ça donne une dimension supplémentaire au film, voilà, comme les documentaires, les témoignages ou les films inspirés d'histoires vraies en général. Mais je pense que quel est le problème, ça, c'est dans notre première étape, une des questions qui nous aide à comprendre le film. Le problème, qu'est-ce qui empêche Christopher d'être heureux? Selon lui, c'est le matérialisme, en fait. C'est ça.
C'est tout ce qu'on lui impose et il rejette vraiment la vision du monde et de la vie qui lui est proposée, même une voie qui est toute tracée un petit peu devant lui. Et il y a cette quête du bonheur. Moi, j'avais noté aussi, je trouve qu'il est vraiment le corollaire du bonheur, qui est en fait un idéal d'authenticité. Oui. Où en fait, il rejette tout ce qui pour lui est factice et hypocrite. Et il y a quand même quelque chose qui est aussi lié avec cette quête du bonheur, qui est quand même lié à l'isolement. On voit il veut se couper de tout, quoi. Il est vraiment, enfin, j'y reviendrai un petit peu plus loin, je vais pas trop m'auto-spoiler, mais le fait, voilà, il rejette un petit peu tout, sa famille, la société, parce qu'il veut vivre dans la nature, seul, tout lien social, tout, etc. Et pour trouver le bonheur, trouver un idéal de vie authentique, d'une vie, d'une quête de vérité, de qui je suis, etc. Enfin bref, on voit qu'il y a des éléments très forts quand il décide de supprimer ses papiers d'identité. Je veux dire, voilà, tu coupes avec ton histoire familiale, tu coupes avec la société aussi, etc. Et il y a ce rejet total du monde tel qu'il est, hormis la seule chose qu'il ne rejette pas, c'est la nature. Et ça, c'est au final vraiment intéressant, quoi. C'est intéressant et ce sera le paradoxe du film en fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais je dirais que l'isolement en fait, c'est la manifestation formelle de quelque chose de plus profond. Deux choses, c'est-à-dire que l'authenticité, son désir d'authenticité, pour lui passe par une indépendance totale. C'est-à-dire qu'il ne veut se définir par rapport à personne d'autre que lui, et ce qui l'empêche en fait de s'attacher. C'est-à-dire qu'il va se détacher de sa famille, et il va se détacher de tous ceux qu'il rencontre, et il ne veut pas être... je ne suis pas sûr que ce soit de la rébellion, tu vois, parce que bien sûr qu'il rejette une certaine façon de vivre, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il va même quitter les hippies qu'il va rencontrer, il va quitter les mecs tout nus qui font des trucs chelous. En fait, il va quitter tout le monde parce qu'il va être totalement indépendant et totalement autonome. C'est-à-dire que l'isolement, ce sera le résultat de sa quête de se définir par rien d'autre que par le fait que justement il a besoin de personne. Ouais. Et c'est ça qui va le mener à l'isolement. C'est ça. Et c'est marrant parce que c'est vraiment un peu un espèce d'anti-Sartre qui lui dit que ta conscience se construit dans le rapport que tu as de l'autre, le rapport que tu as avec l'autre, le regard en gros qui te renvoie. Tu peux pas te construire ton identité sans le regard que l'autre te renvoie de toi-même. Et lui, on voit qu'il est à l'inverse de ça, quoi. C'est que justement, il rejette tous les regards des autres, seul, pour savoir finalement vivre cette liberté à laquelle il aspire et trouver un bonheur qui ne serait pas otage de quelconque relation. Et il y a un élément quand même qui est très important, qui est dévoilé petit à petit dans le film, et qui n'est pas du tout au début. On a l'impression au début que sa famille, bon, c'est juste des parents qui sont peut-être très matérialiste, avec le rêve américain comme objectif de vie, et qui veulent lui offrir des belles études, une voiture, etc. Il rejette ça, et en fait on se rend compte après qu'il y a quelque chose de bien plus profond, qui est un drame familial, une violence du père, un adultère, une double vie, etc. Et que en fait le fait de rejeter, parce que avant tout, enfin dans l'ordre chronologique, et c'est quelque chose qui revient aussi à la fin du film, il y a la place de la famille, il rejette sa famille, et on voit que voilà, il y a des choses il y a des blessures qui sont là, peut-être une grande déception, et du coup, bah voilà, il y a ce désir-là d'être en rupture avec tout ça, quoi. Ouais, et puis un grand égoïsme en fait. Alors ça, moi je l'avais noté après.
Mais je voulais en parler après, mais tout à fait. Au D'accord. final, tu vois en C'est vrai, pardon, filigrane là lui on est son dans le gros comprendre. kiff. Et derrière, tu vois sa sœur, donc, qui est narratrice dans le film, en voix off, qui elle, en fait, parle de toute la. Quand bien même ses parents étaient. Son père était pas top, etc. Mais comme dans des millions de familles, avec une famille qui est, bah voilà, qui est de personnes un peu comme tout le monde, où il y a des qualités, des gros défauts. Et en fait, lui rejette tout ça, il est dans une quête de bonheur, alors que parallèlement, on voit sa famille qui est en train qui sait pas s'il est en vie ou pas, où il est, et qui est en train de souffrir, sa sœur qui souffre, et lui, il en a rien on a l'impression qu'il en a rien à carrer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est extrêmement égoïste, et encore une fois, ça montre que derrière cette démarche, il n'y avait pas quelque chose d'idéologique dans le sens où il pense pas que pour sauver le monde, il faut être écolo Ouais, ouais, ou ouais, ouais. vegan, hein. D'ailleurs, voilà, on voit bien que quand t'es en galère, t'es pas vegan, hein. Tu cherches à tuer un gnou pour le bouffer, Voilà, un élan. voilà. Pas un gnou, pardon, parce que là-bas, il n'y en aurait pas beaucoup. Euh, mais, euh, mais en fait, ce qui compte, c'est juste que lui, il fasse ce qu'il veut. Euh, et voilà, quoi. Il y a rien qui dépasse Ouais, la voilà. quête personnelle, Ouais, en une fait. liberté, faire ce que je veux et trouver mon plaisir dans cette liberté là où il est redevable envers personne finalement et dépendant d'une seule chose, c'est de la nature, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et puis alors, la solution, parlons-en, puisqu'il y a la question de la solution et de la fin. Dans le comprendre, la première étape de notre grille d'interprétation. Euh, la solution, selon lui, et c'est d'ailleurs intéressant parce que alors, intéressant et tragique, encore une fois, le film y répond quand on va parler de la fin, mais la solution, c'est d'aller au bout de sa quête et d'aller en Alaska et de s'installer seul et de vivre là-bas, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ouais, c'est la solution. T'as l'impression, moi j'ai pensé, tu sais, comme dans les jeux vidéo où tu sais que t'es dans un univers, t'as une map, mais tu sais, elle est recouverte un petit peu de nuages, et c'est au fur et à mesure que tu te déplaces, que tu découvres l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et on a l'impression que c'est un petit peu ça, c'est qu'il y va, il a une idée, il veut faire une expérience, il veut y aller. Il y a un pays promis, tu vois, qui est l'Alaska. Et en même temps, mais tu as l'impression que il découvre au fur et à mesure les choses et la solution, elle n'est pas présentée comme étant un absolu, quelque chose où tu sais que c'est ça et tu sais même pas comment lui-même va le vivre au final et s'il y a quelque chose de très précaire, de très vague, de très flou dans tout ça, qui est presque paradoxal avec les efforts qu'il fournit pour y arriver, quoi. Absolument, mais dans cette quête-là, il y a cette promesse du pays, s'il n'est pas perdu, en tout cas, qui n'a jamais été connu, Mm. et cette promesse de bonheur qui est attachée à ce qu'il ne connaît pas encore, mais il est sûr que s'il atteint l'Alaska et qu'il vit selon ses valeurs, c'est-à-dire de totale indépendance et d'autonomie totale, il sera heureux. Ouais. Et donc justement, Ouais. parlons de la fin. Ouais, vas-y Raph, tu voulais dire un truc? Non, mais vas-y, continue. Ouais, sur la fin en fait. Ah mais non, alors avant la fin, non, Vas-y. ouais. En fait, il y a quelque chose. Moi, je me suis que j'ai vu, enfin que j'ai ressenti. En fait, alors c'est ça que je trouve qui est très fort dans la réalisation, c'est que en fait, tu as une association en même temps dans la narration. Si tu vois, de lui qui est dans une quête de liberté, et presque il y a des moments aussi qui sont drôles, etc. Et avec une narration qui est triste derrière, celle de sa sœur. Et Ouais. en même temps, tu vois, en même temps, une quête de liberté et puis une mélancolie qui est transmise. Et en même temps, tu vois, avec l'Alaska, quelque chose qui est beau et qui est hostile. Et je trouve que par les émotions, tu as beaucoup d'éléments de la vision du monde et justement de cette incertitude, etc., qui sont communiqués
notamment par des paroles très fortes, mais également aussi par les émotions, par la mise en scène, pareil avec la musique, tu vois, les paysages, etc. Tu as ces deux choses-là, ça te donne envie de liberté, ça te donne envie de partir, en fait, ce film, Exactement, de ouais. marcher dans des grandes plaines, d'aller voilà, découvrir l'Alaska, des beaux paysages, etc. Tu te dis génial, mais en même temps, tu as quelque chose de triste qui te dérange au fond de toi, et je trouve que un peu cette antithèse en elle-même est vraiment intéressante tout le long du film, et te montre qu'il y a une quête mais qui est perdue d'avance et qui est tronquée peut-être plutôt dès le départ, quoi. Ouais, il y a une rudesse et une brutalité de la nature Mm. où le mec peut-être s'attendait à ce que l'Alaska soit un pays en forme d'ami qui l'accueille avec les bras ouverts. Ouais. Mais c'est un pays ultra violent, où les hivers sont ultra violents, où Mm. la faune et la flore Ouais, c'est rude, hein. est sauvage. C'est Ouais, ça, en c'est fait. ça. Ouais, C'est que c'est sauvage. Into the Wild Wild. En fait, c'est le Wild Wild West. C'est à l'ouest, Ouais. c'est C'est sauvage. un peu le Wild Wild Northwest. Ouais, c'est ça. Yes, bon, peut-être qu'il faut qu'on avance sur la deuxième partie. Bah d'abord dire la fin parce que Ouais, ouais, vas-y. la fin justement, est-ce que le problème est résolu? Oui, dans un sens. Et non. Ouais. C'est-à-dire euh, il trouve le bonheur dans un certain sens. En tout cas, c'est la manière dont c'est décrit. C'est-à-dire que C'est paradoxal, ouais. je pense que d'une manière relative, il vit vraiment ce à quoi il s'attendait. C'est-à-dire que il vit d'une certaine manière une vie libre, Ouais, autonome, de quiétude. délivré des injonctions sociales, mais on voit qu'en fait son désir d'autonomie se retourne contre lui et qu'en fait il est tout seul. Ouais. Il est tout seul, que ça le pèse et que ça le détruit, que cette solitude-là va l'atteindre, si bien qu'au final il se rend compte que le bonheur c'est quand c'est partagé, en fait. Ouais. Le bonheur n'est atteint que s'il est partagé. Ouais. Et ça, c'est hyper beau, et c'est vrai, et on doit le souligner, et ça dit quelque chose, on en parlera dans la deuxième et troisième étape. Et à la fin, en fait, c'est ça le paradoxe que tu disais tout à l'heure. Mais non, je te laisse peut-être le dire, ce paradoxe de la nature dans le film. Oui, en même temps, moi c'est comme ça que je le percevais, c'est qu'il y a cette quête vraiment de la nature et une forme, tu vois, moi j'ai pensé à l'exil, tu vois, une forme de bonheur qui s'obtient par un exil, tu vois, un exil familial, un exil sociétal, tu vois, un exil aussi social. Où on voit, c'est presque un peu Rousseau, quoi, tu vois, que tu ressens, tu vois, c'est les autres qui te corrompent, c'est, même si les autres ont des bonnes intentions, enfin voilà, il veut pas être avec eux, etc. Un exil même sentimental, parce qu'on voit à un moment donné, il y a une fille qui est amoureuse de lui, et il rentre dans une communauté et, où il est aimé, etc. Et même l'amour, on va dire, amical ou sentimental, il le rejette pour un isolement et à n'avoir comme seul interlocuteur, seul élément avec qui il a une relation, c'est cette nature originelle, belle et hostile. Et le paradoxe, c'est que quand il la trouve et qu'il pense qu'il a atteint le but, en fait, c'est cette nature qui le tue, puisqu'il se trompe de plantes. Il confond deux plantes, une qui est comestible et l'autre qui est en fait toxique. Et finalement, il reprend la plante toxique, il est tellement malade, il digère plus rien, et puis il meurt de forme de dénutrition, je pense, un truc comme ça. Voilà, et on voit, voilà, lui qui a cherché à se déraciner de tout pour aller se planter, au sens d'une graine qui se plante, en Alaska. Au final, il se plante en se trompant en Mais Alaska. non. T'as fait ça? Oui, j'ai fait ça. D'accord. Ouais, attends. C'est aussi mon émission. Hein. D'accord. Tu es chez toi.
Merci, Et c'est Matt. vrai que. Et c'est encore une fois presque la solitude qui l'a tué. Ouais. Dans le sens où il prend ça, il dit c'est trop bête. Il le dit pas comme ça, mais. Il dit fail. Voilà. Il dit mais. Et puis il se rend compte de. Enfin. Et c'est terrible en fait, parce que c'est une bêtise qui va lui coûter la vie. Et il se rend compte que, dans un sens. Et nous, enfin plutôt, on se rend compte que dans un sens, en fait, il a atteint ce qui pensait être le bonheur. Il n'a pas vraiment vécu le bonheur parce qu'il a partagé. Il n'a pas partagé de son propre aveu. Ouais. Et c'est précisément parce qu'il est tout seul qu'il va mourir, parce que personne ne peut lui venir en aide. C'est ça. J'imagine que s'il avait été traité, tu vois, par un centre anti-poison ou je sais pas quoi, Oui. ils auraient pu le sauver. Très probablement. Mais là, c'est précisément sa solitude qui l'a tué, quoi. Ouais, c'est ça. Excellent. Super, passons Ouais. à la deuxième Ouais. étape, c'est-à-dire la confrontation. Ouais. On peut le faire en une fois, trouver les points de contact et les points de contraste. Oui, il faut qu'on mixe le tout. Donc en fait, je resitue, puis après je te donne la parole. Vas-y. Les points de contact, c'est essayer de trouver les éléments de l'histoire qui font écho à la grande histoire, c'est-à-dire la révélation biblique. Et ensuite, les points de contraste, c'est les éléments de l'histoire qui sont en contradiction avec la révélation biblique. Ouais. Qu'est-ce que tu as noté, toi ? Alors, j'ai noté, enfin, en fait, en vrac, tout plein de choses. Il y a le fait de la quête du bonheur, qui est quelque chose, en fait, qui est enraciné en nous, parce qu'on a été créé pour ça. On a été créé pour ça. On a un bonheur aussi qui passe au travers de l'authenticité, et je trouve que tu as en filigrane aussi une critique, tu vois, de la quête du bonheur au travers, qui se vit dans une société de biens de consommation et du consumérisme, etc. Et tu as clairement ce rejet-là de cette société qui, voilà, il veut dénoncer un petit peu ce mensonge-là. Et donc, tu as cette quête qui est belle et qui rentre en contact avec vraiment la vision biblique du monde. Mais ce qu'il y a justement de faux, c'est que cette quête, elle passe par le rejet de l'autre. Alors que, justement, en fait, finalement, ça se retourne contre lui. Et on n'a pas été créé pour un bonheur qui est égoïste, ni qui se fait aux dépens des autres, comme on l'a dit, ou c'est ce qu'il vit au final. Et que dans la réalité, dans le monde dans lequel on est appelé à vivre avec des personnes, lui notamment avec sa famille, qui le rejettent à cause de ses travers. Mais on est tous marqués par ces travers-là, et on est obligé, si tu rejettes les autres parce qu'ils font quelque chose de mal ou ils t'ont blessé, effectivement, si tu es cohérent, finalement, lui, il cherche une cohérence, une authenticité, il est cohérent avec lui-même, du coup, il se sépare de tout le monde pour vivre ça, mais au final, il y a un échec. Et le bonheur, justement, à la fin, il arrive à la conclusion que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé, et au final, il revient finalement sur ce qu'il disait, où avant j'avais noté moi une phrase où il dit vous avez tort de penser que la joie de vivre tient simplement dans les rapports humains, vous vous trompez. Et alors je sais plus, je crois que c'est avec les hippies où il dit ça, ou si c'est aux vieux qui proposent même de l'adopter là. Ça te dit quelque chose ? Non, la phrase comme ça, bref, à un moment donné, il dit ça, il dit en gros, mais croire que le bonheur, il se trouve dans les rapports, dans la relation, et à la fin, il dit, mais en fait, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et je trouve que tu as un renversement radical qui se fait, quoi. Et lui qui pensait que le bonheur s'obtient par l'isolement, le déracinement, l'exil, la séparation. En fait, la Bible te dit que le bonheur, on le trouve dans la réconciliation.
dans le pardon, dans la relation, celle que Dieu nous offre, une réconciliation avec lui, et puis une réconciliation qu'on peut vivre avec les autres, et que finalement ce bonheur, aussi la vision biblique du monde, elle nous en parle, et elle nous le promet aussi en lien avec la création. Il y aura un bonheur qui se vivra dans une création qui sera belle, mais plus hostile, et avec des personnes et un bonheur qu'on pourra partager. Et en fait, vivre de relations authentiques, qui sont pas superficielles, qui sont profondes, mais qui peuvent se partager, c'est quelque chose auquel que Dieu nous promet, et qui est possible par la réconciliation de l'évangile, quoi. Absolument. Ouais. Voilà un peu en vrac comme ça. Une des autres notions qui peut trouver des points de contact et de contraste, c'est la question de la liberté. Ouais. Et ce désir d'indépendance. Et il ne faut pas confondre les deux. Et ce que montre le film, c'est que bien souvent, l'homme pécheur va rechercher la liberté avec pour moyen l'indépendance, Ouais. chercher l'indépendance. Sauf qu'on voit bien que cette indépendance-là, qui est une indépendance totale, comme tu l'as dit, puisqu'elle se transforme en solitude, elle devient quelque chose qui enferme. Ouais. Sa solitude l'affranchit pas, mais sa solitude l'enferme dans quelque chose qui l'écrase. Et donc ça, c'est le premier paradoxe, en fait, de cette liberté autonome. Et on voit très bien, en fait, que il le dit quand il est sur le rocher, où il y a cet échange où il dit au vieux, tu sais, qu'il a accueilli pendant quelque temps, qu'il a bien vu dans son jeu, et que le vieux flippe de bouger, qu'il devrait sortir de chez lui, machin et tout. Et le vieux lui dit, mais j'ai cru comprendre que tu avais un problème avec ta famille et avec Dieu. Et en fait, c'est ça, c'est ni Dieu ni maître, je suis tout seul, je fais ce que je veux, même pas d'amis, même pas de famille, que dalle. Et en fait, à la fin, il se tourne vers Dieu dans aussi. le mot qui est laissé, alors est-ce qu'il a été laissé je pense que c'est historique, enfin, On le souhaite. j'espère, on le souhaite, mais il y a cette mention, alors qu'est-ce que ça dit du cœur de cet homme, Christopher? Mais en tout cas, il y a cette mention de Dieu, où il le remercie, et il y a en tout cas la reconnaissance d'un créateur, ce qu'il ne voulait pas reconnaître avant. Ouais. Et donc on voit que la fin de son voyage, c'est une fin qui est plus vécue dans l'indépendance totale, mais il a vu en fait l'impasse de la situation dans laquelle il s'est mise, et il a reconnu en fait que cette liberté-là, elle peut pas se vivre dans l'autonomie totale, ni par rapport aux autres, ni par rapport à Dieu. Ouais. Excellent. Et tu as mentionné son nom, ça me rappelle qu'en fait, quand il coupe sa pièce d'identité, il y a ce rejet de ses, il se choisit un autre nom, racines, et il se donne... Alors, Supertramp, c'est ça? Alexander Supertramp. Voilà, Alexander Supertramp. Et en fait, à la fin, il signe son dernier mot avec son vrai nom. Absolument. Et je trouve ça... en fait, finalement, il était parti dans quelque chose qui était faux, une identité qui était complètement fausse, et qu'au final, il décide d'abandonner, et finalement, il se réconcilie... Enfin, il veut se réconcilier, ou en tout cas, avant de partir, il veut pouvoir être identifié, quoi. Peut-être, enfin bref, voilà, on n'a pas toutes les raisons, et je trouve ça... Non, mais c'est intéressant. Vas-y, dis. Non, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, sa nouvelle identité, il a choisi avec un prénom qui se choisit et un nom qui reflète sa quête. Supertramp, c'est quoi? C'est super vagabond. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est un super vagabond, ouais, c'est ça. Donc en fait, il refuse d'être défini par sa famille, son lieu d'origine, etc. Et à la fin, il retrouve ça. Ouais. Voilà. Il reconnaît en fait qu'on peut pas s'en affranchir. Ouais. Et au final, être nommé est quelque chose qui est hyper important dans la Bible. La question du nom est quelque chose de très important, parce qu'elle nous rappelle qui on est. Et en fait, étant nommé, c'est une des façons aussi de parvenir à l'identité.
Et en fait, Dieu, c'est Dieu, enfin, on voit, il y a un acte aussi d'autorité, tu vois, quand Dieu dit à l'homme de nommer, et quand Dieu donne un nom, enfin voilà, il y a tout, enfin bref, on n'a pas le temps de développer tout ça, mais il y a une chose aussi qui touche au fait de reconnaître la filiation avec ça. Et je me dis, bah, en fait, finalement, il est dans un rejet de cette filiation, et après, finalement, bah, dans une acceptation en disant, bah, je me suis planté de rejeter ça. Mais au final, je trouve qu'il y a quelque chose de bien plus beau dans la vision biblique du monde. C'est qu'on peut être réconcilié avec notre filiation humaine, même si elle n'est pas... on peut pardonner, vivre un vrai pardon, une vraie réconciliation, mais aussi découvrir une nouvelle facette de notre identité, c'est qu'on peut devenir vraiment des enfants de Dieu. Et finalement, c'est tout l'inverse de l'autonomie. C'est plutôt qu'aller chercher dans la nature une quête du tout. Finalement, tu la trouves en Dieu. Et quand tu l'as trouvé en Dieu, tu as vraiment trouvé le bonheur. Et alors, tu peux bien vivre dans le monde dans lequel tu es. Et ça, c'est super beau. Absolument. Et il y a aussi un paradoxe que l'on peut citer, c'est le rapport à la nature et à la création. Ouais. Il y a, en tout cas, pas de manière explicite, il n'y a pas de, à proprement parler, de confusion entre la nature et Dieu, mais on voit quand même que dans sa manière de concevoir la nature, il en fait une idole. Oui, tout à fait, c'est ça. Parce que c'est elle qui va lui procurer le bonheur, c'est elle qui va lui procurer la liberté, etc. Donc, même s'il n'adore pas au sens strict, c'est pas animiste, mais en tout cas, c'est une idole. Et sauf que il y a un paradoxe, l'homme a été créé pour vivre dans la nature et pour la dominer. On vous renvoie à notre épisode sur le mandat culturel. Sauf que là, on voit que il est face à quelque chose qui le dépasse et que tout seul, il peut pas dominer cette nature qui est plus forte que lui. Et donc, en fait, ce qu'il considérait comme étant la source de son bonheur va le tuer. Et en fait, c'est la vraie finalité des idoles. C'est-à-dire qu'on est en train d'adorer quelque chose qui nous tue. Et dans ce rapport à la nature, d'un côté, il y a un point de contraste où il sait que le consumérisme et le matérialisme est une idole de la société occidentale. Il en remplace une par une autre, quoi. Voilà, il quitte une idole pour aller en trouver une autre. Et dans les deux cas, c'est des idoles qui nous tuent comme toutes les idoles. Ouais. Wow, excellent. Excellent. Moi, dernier point là-dessus, avant de passer à la suite, j'ai bien aimé aussi. Enfin, je trouve c'est marrant, ça montre les limites, je trouve, du découpage en chapitres dans le film, où tu as l'enfance, l'adolescence, la maturité et la sagesse. Donc, c'est 4 séquences de ce voyage. Et en fait, donc la dernière, c'est la sagesse. Et en fait, cette sagesse, ce qui conclut cette étape-là, c'est le regret d'avoir compris qu'il s'était trompé. Donc une sagesse, mais qui est acquise, enfin qui est racontée plutôt en creux. Et cette sagesse, voilà, se conclut par finalement regretter de se rendre compte qu'on s'était planté. On peut dire, bon, c'est déjà ça. Mais en même temps, voilà, qui se conclut de façon dramatique. Et je trouve que il y a quelque chose de beau par rapport justement à ce que la Bible nous dit à propos de la sagesse. Et quand j'ai noté le plan du film, ça m'a fait penser au verset du psaume 119 qui est quand même très connu, qui dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et j'ai pensé à ce gars, tu sais, voilà, qui fait son chemin en observant ta parole. En observant la parole de Dieu. Et en fait, cette quête qu'il a cherchée en rejetant tout, mais sans chercher la bonne chose, finalement, l'a amené uniquement à des regrets, mais pas à une réponse. Et je trouve que c'est un puissant rappel que la réponse à nos grandes questions,
Et là, j'ai déjà basculé dans le dernier point, sur comment, enfin, le lien avec l'évangile et comment communiquer l'évangile aussi à partir de cela. Et ben, c'est que cette réponse-là à nos grandes questions, à notre quête du bonheur, elle se trouve pas à l'autre bout du monde. Et où irais-je loin de toi, comme dit aussi le psalmiste, tu vois. Tu peux pas fuir loin de Dieu, et en même temps on est dans cette lui il le voit comme une quête et a l'impression de se rapprocher, alors qu'en fait il est dans une fuite en avant. Et la réponse, en fait, c'est pas un lieu, c'est pas un espace, un territoire, mais c'est une personne. Et quand tu as rencontré cette personne qui est Dieu, eh ben, ça redonne du sens à qui tu es et les relations avec tous les autres autour de toi aussi, quoi. Et ça répond à la question de la destinée, à la question du bonheur, de la réconciliation avec ton histoire, etc. Toutes des choses qui sont, en fait, c'est une espèce de... Il y a une crise d'ado, quoi, tu vois. Je suis sûr qu'en sociaux, etc., enfin moi qui ai fait une école d'éduc, avec tous les cours qu'on avait sur l'adolescence, la sociologie et tout ça, à mon avis, c'est un truc que le milieu des éducs, ils doivent kiffer, quoi. Tu vois, un peu le voyage initiatique, tu vois, de rupture et de passage à l'âge adulte, etc. T'as aussi de ça dedans. Ouais, absolument. Absolument. Et du coup, dans la dernière étape, communiquer, donc la question, c'est comment utiliser ce que l'on regarde pour communiquer l'évangile. Ouais. Alors, on a donné déjà pas mal de pistes, parfois anticipé cette étape-là, mais il y a 3 grands axes, je les redis. Vas-y. S'identifier à la condition humaine déchue. Donc, en quoi, en fait, on ressemble à ce personnage, à Christopher. Montrer comment la vision biblique défie la vision du monde proposé. Montrer en quoi, en fait, les mensonges de la vision du monde qui est proposée. Et redire l'histoire du film avec l'évangile. Remplacer les mensonges du film par la vérité de l'évangile. Et quand on dit ça, bien sûr, c'est que la deuxième étape, il y a les points de contact et les points de contraste. Faisons attention à ne pas caricaturer et à pas non plus oublier que l'homme, s'il est déchu, il est encore porteur de l'image de Dieu. Et les aspirations de l'homme, souvent déchu, ce sont des perversions de choses qui sont bonnes. Le péché ne fait que tordre quelque chose qui est bon à la base. Donc, quelque chose de tordu, nous, on veut se demander, dans notre analyse, il a été tordu par rapport à quoi ? Et on l'a déjà dit un peu en creux au point précédent. Mais peut-être l'identification à la condition de ce jeune homme qui est mort à 24 ans, c'est ce désir de liberté et ce désir d'autonomie qui nous anime chacun. Tout le monde désir d'autonomie, enfin de liberté et de bonheur. Je pense que c'est les 2 grands axes, en fait. Ouais, c'est ça. Et même, je dirais, si je devais résumer un peu le message du film, je dirais le bonheur est dans la liberté. Le bonheur est dans la liberté. C'est vrai, sauf qu'on voit en fait que ça dépend, 1, de notre définition du bonheur et 2, de notre définition de la liberté. C'est-à-dire qu'on voit que par rapport à ses propres définitions, c'est pas comme il avait imaginé. Et on doit remplacer en fait ce que les gens entendent par bonheur et par liberté en leur disant le bonheur que vous recherchez et la manière dont vous le recherchez et la liberté que vous recherchez en fait vont se transformer en ce qui va causer votre perte et ce qui va causer votre esclavage. Ouais, ça se retourne contre toi. Exactement. Et en fait la liberté et le bonheur que proposent les idoles, ça va être toujours quelque chose qui nous annihile, qui nous aliène, pardon, et quelque chose qui nous enferme. Et donc je pense que c'est là le vrai point d'application, le vrai point de communication avec les gens en disant en fait qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le mec en trouvant ce qu'il cherche, il s'est tiré une balle dans le pied, quoi. Pourquoi ? Parce que ce qu'il cherche c'est légitime, mais il le cherche au mauvais endroit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il a cherché partout, sauf là où il fallait, quoi. Et c'est là où il y a un point de contact avec l'Ecclésiaste. Et c'est là où peut-être on peut aussi faire le pont avec l'Écriture directement en disant mais finalement il recherche la sagesse, ou en tout cas le film présente comme l'âge de la sagesse,
Mais la vraie sagesse, c'est quoi? Ouais, c'est la C'est de connaissance. se rendre compte que tout est vanité Ouais. sous le soleil. Ouais, ouais. Et que rechercher le bonheur sous le soleil, ce sera toujours vanité. Ouais. Et ce sera toujours des impasses. Ah ouais. Et de vivre dans ce monde, sachant que c'est le monde de Dieu qui lui appartient. Absolument. Et moi, ce que j'ai trouvé fort aussi, c'est le... où finalement, tu as quand même... Tu vois, tu as ce vieux monsieur qui veut l'adopter. Je trouve l'image c'est beau, ça. est super belle. Lui Ouais, qui est très tout beau. seul et qui, en fait, aime librement ce jeune-là et qui a Ouais. bien compris qu'en fait, il avait rejeté sa famille, comme tu disais, et qui, lui, se propose de l'adopter. Donc, tu as cette thématique du rejet et de l'adoption qui est en contraste. Et en même temps, je trouve c'est la personne qui veut l'adopter et en même temps, c'est celle qui lui parle de Dieu. Et je trouve là, voilà, il y a quelque chose un peu de typologique vis-à-vis du Dieu qui est ce Dieu-là qui veut nous. Quand tu penses notamment à l'histoire, tu sais, de la parabole des deux fils, avec celui qui est parti, qui part loin de son père et qui finalement se rend compte de sa misère et dit j'espère que je pourrai aller voir mon père et qui m'accepte comme esclave. Et en fait, on voit le père qui adopte son fils, si je puis dire. Et tu as quelque chose de beau et au final, et ça c'est quelque chose qui est profondément vrai, c'est que on vit dans un monde où Dieu place des choses, des éléments, des circonstances, mais aussi des personnes qui sont là un peu comme des panneaux indicateurs pour nous dire les gars, vous vous trompez d'endroit, vous cherchez pas au bon endroit. C'est auprès de moi qu'il faut venir chercher. Et je pensais justement à ces paroles de Jésus, quoi, qui dit que lui, il est venu donner la vie en abondance. Et finalement, lui, il veut une authenticité, il veut une abondance d'authenticité et de bonheur. Et en fait, il cherche dans un monde, et dans ce monde-là, le Créateur est venu, et il s'est fait homme, et il est venu vivre au milieu de nous. Et je trouve ça, c'est quelque chose de très beau dans le film. Et il ne faut pas oublier que c'est un film qui est triste, qui finit par la mort, c'est ce que tu disais. Et, et alors lui, on pourrait se dire aussi qu'il a le courage de la cohérence, c'est-à-dire où on est tous à critiquer peut-être plein de choses dans notre monde qui tournent pas rond, cette superficialité, on a soif d'authenticité, soi-disant, etc. Mais finalement, on n'a pas le courage, et lui, il l'a, mais qui se fait aux dépens finalement des autres. Et moi, je trouve que ce qui reste à la fin de ce film, peut-être c'est aussi à quelqu'un dont on oublie et qui est là, qui est caché tout le long, c'est la sœur. La sœur et les parents, et en fait, à qui est-ce qu'on peut, eux, quelle réponse ils ont, hormis le fait qu'il a rejeté une vision du monde qui lui était proposée, et il a voulu en embrasser une autre, mais finalement, il se rend compte qu'il se trompe, et puis il est mort. Et je me dis, quel est l'espoir qui reste pour cette sœur? Alors, je sais qu'elle a écrit un livre aussi, j'ai entendu parler de ça, où elle parle de sa relation avec son frère, mais après de toute sa vie à elle, de son deuil et tout ça. Et en fait, la sœur, c'est celle qui reste en carafe, quoi, sur le bord de côté. Enfin, je parle de la sœur, il y a les parents aussi, mais la sœur qui est un personnage important. Et je trouve que tu as cette image aussi, je pense que c'est travaillé. Je me dis, où tu as le père, tu sais, qui sort de chez lui, en pleurs, à un moment donné, qui est en panique, et qui finit sur une route, assis en larmes. Et je sais pas, je suis pas un expert, je sais pas si c'est voulu jusqu'à ce point-là, mais c'est presque une métaphore, quoi, tu vois, par rapport à ce que vit son fils, où lui aussi il sort de chez lui et puis se retrouve sur la route en train de pleurer. Et en fait, finalement, le film te laisse avec plus de questions et une mélancolie où c'est beau, tu as des émotions, mais tu ressors profondément mélancolique et triste. Et finalement, dans les expériences, dans les quêtes du bonheur, c'est quelque chose auquel nous on peut s'identifier, où finalement ça se solde souvent par de toute façon, au final, il y aura quelque chose de triste, c'est qu'il y a la mort. Et quand bien même tu as trouvé le bonheur, quand bien même il l'aurait trouvé, à la fin il serait mort. D'une manière ou d'une autre. Et quid d'après, quoi? Et quid de tout ça? Et c'est là où l'évangile offre une réponse qui va bien au-delà de ce que l'homme peut espérer trouver dans ce monde. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi cette question du vieil homme dont tu parlais, Franz, ou je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Franz. Qu'est-ce que tu es en train de fuir? Ouais. Et en fait, on se rend compte effectivement qu'il y a une fuite. Ouais. Et que tant qu'il y a une fuite, on sait que ça va rien régler.
Et la fuite, elle aura une fin. Et un jour, on pourra plus fuir. C'est ça. Et de savoir, comme tu dis, que à la fin, on meurt. Donc ça remet tout dans la perspective de la vanité. Mais ça remet aussi les choses dans la perspective de l'éternité. En disant, quand bien même il aurait atteint le bonheur, ça aura une fin parce qu'il va mourir. Et derrière, il sera jugé. Et en disant, est-ce qu'on peut sacrifier la pensée de l'éternité sur l'autel du bonheur temporaire en disant, je veux pas me soucier de l'éternité, je veux juste kiffer sur Terre, même si ça va finir, et on en parlera la prochaine fois qu'on parlera de Remember Death. Même si ça va finir, je sais que je vais mourir, mais en attendant, c'est son illustration là, à l'auteur, en disant on va sur une île, il y en a qui ont un jet avec toutes les commodités, machin et tout, d'autres ils sont dans un charter de l'armée, les deux sont en train de tomber. Est-ce qu'on se soucie vraiment de ah tiens, on a kiffé ces 4 dernières heures, on a bien mangé, on s'est bien amusé dans l'avion, si on sait qu'on va mourir. Et là c'est pareil, est-ce que dans l'éternité future on sera content de la vie qu'on a menée si on passe une éternité à souffrir? C'est ça. Excellent. Bon, écoute, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais, c'est riche, mais c'est un film qui se prête. C'est un beau film. C'est ce qui fait, je trouve, un beau film aussi, c'est que tu as beaucoup de choses à en dire. Et encore une fois, on espère que voilà, la grille qu'on a concoctée, là, qu'on vous remet en lien dans la description, pourra vous aider dans vos groupes de jeunes, dans votre réflexion personnelle, dans vos échanges aussi avec vos amis, vos collègues. Parce qu'on pense profondément que tous les produits culturels disent quelque chose de nous et du monde qui nous entoure. Et que comme c'est le monde de Dieu, et ben, nous on a quelque chose à dire puisque le monde dit quelque chose de Dieu et la parole dit quelque chose du monde. Et donc on a toutes les cartes en main pour pouvoir discuter à partir des objets culturels. Donc on espère que cet épisode vous aura aidé. Peut-être un mot pour conclure, Raph. Je pense que c'est le mot de la fin. Mon mot, c'est que vous retrouvez tous les liens en description. Moi, je pensais que tu aurais mis un mot, genre, tu sais, qu'il fallait qu'il tape en commentaire. Genre, ah oui, alors le mot qu'il faut taper en commentaire, c'est bagnole, en hommage à nos amis du Québec. Bagnole. Ok, super, merci Raph. Merci Mathieu, je te souhaite une bonne semaine. Pareil, toi aussi. On se retrouve lundi prochain pour parler de la pertinence culturelle de l'Église. Non. Si. Mais c'est bien tenté. Bien tenté. Ah oui ? Si. D'accord, donc tu comme ça, t'es un gros rebelle, toi. Mais écoute, c'est ce que j'ai mis dans le planning. Hein. Non, on devait parler de Remember Death, non ? Non, Remember Death, c'est après, c'est le 39. Ah, alors autant pour moi, c'est moi. Le 39, ah oui. Eh bien, très bien, Raph. Bon. Là, on voit notre haut degré de préparation. de préparation. Ok, c'est super. Je suis content de parler de ça avec toi. Et puis, donc, à la semaine prochaine. Yes, allez, à bientôt.